Aujourd'hui, votre mission est top secrète. Vous allez infiltrer le monde du renseignement et enquêter sur le jargon des espions d'hier et d'aujourd'hui. Nous vous demandons de vous creuser les neurones pour en extraire de nouvelles pépites de langage. Si vous-même ou l'un de vos agents étiez arrêté, le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements. Cette cassette se détruira dans 5 secondes. Bonne chance. L'objet de notre enquête est simple et ambitieux. En quoi le monde de l'espionnage a-t-il été influencé par les événements du monde et de la société au fil des ans? Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un bref rappel sur l'histoire de l'espionnage en France. Disons-le tout de suite, l'espionnage, ça ne date pas d'hier. Des espions et leurs donneurs d'ordre, on en retrouve tout au long de l'Ancien Régime, avec, par exemple, Louis XI, au XVe siècle, qui est considéré comme l'un des premiers souverains français à organiser un réseau d'agents secrets. Richelieu, au XVIIe, qui met en place un système de surveillance du royaume et des ennemis intérieurs. Louis XV et ses successeurs au pouvoir qui avaient fait appel au célèbre chevalier d'Éon, un pionnier ou une pionnière, des identités de gens multiples et un espion ou une espionne hors pair. Tout ça a continué sous la Révolution, l'Empire, puis la Troisième République et les 2 guerres mondiales. Mais aujourd'hui, on va prendre le train de l'histoire en marche et on va faire un premier arrêt à la guerre froide. Un petit récap. La guerre froide, c'était un conflit idéologique, politique, militaire et stratégique, sans affrontement direct entre les 2 grandes puissances issues de la Seconde Guerre mondiale. Donc les États-Unis et leurs alliés capitalistes, et l'URSS et ses alliés communistes. En France, c'est donc le SDEC, Service de documentation extérieure et de contre-espionnage, ancêtre de la DGSE, qui est à la manœuvre à partir de 1946. Son rôle, le contre-espionnage face au KGB soviétique, la surveillance des partis communistes, syndicats, intellectuels pro-URSS. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'oreille. Des opérations clandestines dans les colonies, Indochine, Algérie, Afrique, la protection de la force de dissuasion nucléaire française et le renseignement militaire pendant les grandes crises internationales, style Berlin, Cuba, Vietnam, etc. Mais attention, on est dans un contexte particulier, parce que la France voulait rester une puissance autonome, ni totalement alignée sur les USA, ni proche de l'URSS. Come to withdraw my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch! Shut up. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. La guerre froide. Allons faire un tour du côté du vocabulaire des espions à l'époque de la guerre froide. Vous êtes américain, vous pourriez être emprisonné. Surtout, éloignez-vous du mur. Franchissez-le, ils vous tireront dessus. Comme les agents évoluaient dans un contexte international, beaucoup de termes viennent de l'anglais, sous leur forme originale ou après traduction. Ah oui, c'est cocasse. Un agent dormant, qui vient de sleeper agent. Le mot dormant évoque littéralement l'inactivité apparente, bien que la personne soit prête à être réveillée à tout moment. Black Ops, qui vient du jargon militaire et du renseignement américain. Une Black Op, c'est une opération non officielle, souvent non traçable, dont l'État va nier l'existence. Une taupe, a mole, c'est une expression popularisée par des romans d'espionnage, en particulier ceux de John le Carré dans les années 70. Une taupe, c'est un traître infiltré et l'utilisation dépasse depuis lors le cadre du renseignement. Ce qui est amusant, c'est que les services secrets sont aussi allés se servir de l'autre côté du rideau de fer, dans le vocabulaire russe. Maskirovka, qui est une stratégie russe de camouflage, diversion et manipulation. Babouchka, c'est une vieille messagère discrète utilisée pour transporter les infos sans éveiller de soupçons. Et un compromat, ce sont des informations utilisées pour faire pression ou pour faire chanter.
Garder la version originale de ces termes russes confère une dimension à la fois pittoresque et un souhait d'identification de l'origine du danger en matière de renseignement. On sait aussi que l'armée et les services secrets ont toujours été liés. On trouve donc aussi des tas de mots issus du vocabulaire militaire. Un officier traitant, une extraction, le couvre-feu, une cible, une planque. Mais on va s'intéresser à une expression en particulier, le mot légende. Être sous légende, c'est apparu vers la Seconde Guerre mondiale. Cette expression s'utilise aussi bien en français, en anglais, où on dit legend ou cover legend, et en russe, ligienda. Le principe des identités fictives, ça vient des Russes et des Américains, et le mot légende a très vite circulé dans les trois langues. Le mot s'est répandu ensuite dans les films et les romans, avant de se populariser vers la fin du XXe siècle. Et ensuite dans les années 2000, avec bien sûr la série Le Bureau des légendes. À cet égard, remarquons qu'il existe des légendes légères. Là, c'est un espion qui se fait passer pour un journaliste le temps d'une conférence, par exemple. Et des légendes profondes. Par exemple, un agent russe installé au Canada depuis 15 ans et qui y a fondé une famille. Mais qui dit service secret dit aussi parfois travail similaire à celui de la police. De là, le partage de jargon. Ta jactance, tu défroquerais un moine trappiste et tu convertirais une grenouille de bénitier au bouddhisme. Une filature. Un mouchard. Le mouchard, c'est l'appareil de surveillance ou la personne qui dénonce. Une balance. Une infiltration. Une mise sur écoute. Une balise, le petit appareil de géolocalisation. Bon, mais parlons de choses plus amusantes, voire succulentes. Le vocabulaire de l'espionnage issu de l'argot. Chose, monsieur le ministre. S'il n'y a pas de friture sur la ligne, je veux dire, si les politicards ne le balancent pas une fois de plus, alors vraoum! Plus de négro! Ça va, Picard, merci. Attendez, Quelques exemples amusants. Mettre une queue, ça veut dire prendre en filature. Se faire griller, c'est être repéré par une cible. Se faire serrer, c'est être arrêté par la police ou un service adverse. Un nettoyeur, c'est un agent chargé de faire disparaître des preuves ou des gens. Et pigeonner, c'est rouler, manipuler quelqu'un. Et alors celui que je préfère, c'est barbouze. N'ayant rien de commun avec les tristes brutes popularisées par une littérature regrettable, les barbouzes sont avant tout des techniciens, des raffinés. Barbouze qui vient de l'argot barbe, barbouze. Par extension, dans les années 50, on parle de quelqu'un de barbu pour évoquer un mec déguisé qui cherche à passer incognito, qui fait des trucs pas nets dans l'ombre. Et le mot barbouze explose pendant la guerre d'Algérie quand l'État français utilise des agents clandestins pour mener des opérations secrètes. Intimidation, assassinat, manipulation. Les barbouzes, ce sont alors des paramilitaires au service du pouvoir, mais sans statut officiel. Et alors, on note que ça s'utilise plutôt au féminin. On dit une barbouze, même pour un homme. Et c'est le film Les Barbouzes, de Georges Lautner, en 1964, qui donne un coup de projecteur humoristique sur le mot. Boris Vassiliev, esprit évanescent et pyrotechnicien confirmé, surnommé dès son plus jeune âge trinitrotoluène. Boris, cessez de jouer avec vos petits produits, sinon un jour vous nous ferez péter la gueule. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le XXIe siècle a apporté son lot de nouvelles technologies au vocabulaire de l'espionnage, et des expressions sont venues enrichir le jargon traditionnel. Montée du numérique, de la cybersécurité, du renseignement de masse oblige. Il y a bien sûr les VPN, qui sont les réseaux privés virtuels, le Darknet, Tor, les messageries cryptées comme Signal, Telegram, et puis aussi quelques exemples concrets, comme Backdoor, porte dérobée, qui est un accès caché à un système informatique. Zero Day, qui est la vulnérabilité inconnue des développeurs exploitée secrètement. Bon, là, il faut que je vous donne un exemple avec Stuxnet en 2010, qui était un ver informatique qui a ralenti le système nucléaire iranien. Son objectif, exploiter au moins 4 failles Zero Day dans les systèmes Windows, ce qui était inédit à l'époque. C'était des failles inconnues de Microsoft, donc pas corrigées, utilisées pour s'introduire dans les systèmes sans déclencher l'alerte, et une fois à l'intérieur, le virus modifiait le fonctionnement des centrifugeuses tout en envoyant de fausses données aux opérateurs pour masquer l'attaque.
Ça a retardé le programme nucléaire iranien de plusieurs années. On parle aussi de deepfake, qui sont des vidéos truquées utilisées pour manipuler ou désinformer. De data mining, qui est l'extraction d'informations pertinentes dans de très grandes bases de données. Et puis bien sûr de geofencing, qui est la technologie qui permet de suivre ou de déclencher une action quand une personne entre dans une zone géographique précise. Pour terminer, une expression extraordinaire que le grand public a découverte dans la série Le Bureau des légendes. L'expression en question, c'est « en connaître ». Donc ça s'utilise avec « en » plus le verbe « connaître » et pas de complément. Donc c'est pas la même chose qu'une expression comme « en connaître un rayon ». Et la signification, c'est donc avoir l'autorisation de connaître une information secrète ou une opération sensible. Il s'agit de compartimenter l'information pour éviter les fuites. Encore un exemple concret. On a un technicien qui installe un dispositif, mais il ne sait pas pourquoi ni où il sera utilisé. Ensuite, l'analyste lit les rapports, mais ne connaît pas l'identité des sources. Et on a seulement une poignée de hauts responsables qui en connaissent, donc qui ont accès à toute l'information. Ben voilà, c'est ce que j'avais dit. Et comme la langue est toujours un organisme vivant, il y a un mouvement de retour qui s'est opéré de l'espionnage vers le grand public, avec des expressions familières du type « je suis sous couverture », même si on parle d'un apéro surprise. « Il m'a balancé, c'est une taupe ». « Opération discrète ce soir ». Ou « attention, j'ai une info top secret ». On trouve des structures imagées, donc le vocabulaire de l'ombre permet de dire sans dire, ce qui plaît à une culture de l'ironie, de la plaisanterie, du soupçon, du clin d'œil. On a une grammaire du secret, parce qu'on utilise des tournures vagues, passives, détournées. On sait, on entend des choses, il paraît que, qui renforcent la parole allusive et codée. Elle écu déjà, t'as une jambe qui le démange encore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on sacralise trop son coucher. On va boire un verre ou prendre un pot au bar? Petit gourdin ou... Et puis ce qu'on pourrait appeler une culture du complot mou, au croisement de la défiance politique, de l'humour et de la lucidité citoyenne. Le vocabulaire de l'espionnage est devenu un langage social de la méfiance, de la ruse et du second degré, que ce soit pour plaisanter, se protéger ou dénoncer subtilement. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais de ils votre sont sur les parti. réseaux sociaux. Et en fait, ce vocabulaire agit comme un miroir de nos préoccupations modernes. Vie privée, surveillance, manipulation, pouvoir invisible. On note aussi que bien que les données précises sur l'augmentation des candidatures restent rares, il est évident que le Bureau des légendes a joué un rôle dans la modernisation de l'image de la DGSE et dans l'attraction de nouveaux talents, en particulier parmi les jeunes générations intéressées par les métiers du renseignement. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes prêts à en connaître ?